Excellences, Mesdames et Messieurs les consuls généraux et consuls, distingués invités, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus à l'ouverture officielle du colloque sur la sécurité alimentaire et la nutrition à l'heure des changements climatiques, organisé par le gouvernement du Québec en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, fondée ici même à Québec en 1945. Nous référerons régulièrement à l'organisation en utilisant le sigle sous lequel elle est plus connue, soit FAO. Feront maintenant leur entrée protocolaire le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, M. Jean-Yves Duclos, ainsi que la directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, responsable de la division Climat et ressources naturelles, Mme Maria Elena Semedo. Je vous invite à les accueillir chaleureusement. Gens de partout, nous sommes heureux de vous recevoir à Québec, vous dont les parcours professionnels tissent une toile si dense aux accents du Népal, de l'Inde, du Bénin, du Burkina Faso et du Sénégal, pour ne nommer que ceux-là, des Amériques, d'Europe, d'Haïti, du Grand Nord. Votre présence témoigne de la nécessité de mettre en commun vos constats ainsi que les solutions qu'on peut entrevoir pour relever de grands enjeux globaux. Car selon le dernier rapport annuel des Nations unies sur la sécurité alimentaire mondiale et la nutrition, dévoilé le 15 septembre dernier, la faim a touché 815 millions de personnes dans le monde en 2016. Il s'agit de la première fois depuis une décennie que la faim progresse dans le monde. Cela est dû majoritairement aux conflits et au changement climatique. Il y a donc urgence d'agir et cela interpelle aussi les jeunes de tous les horizons. À leur manière, ils sonnent l'alarme et exigent de nous ni plus ni moins que des engagements fermes. À cet égard, les œuvres que vous avez pu admirer dans le hall ont été réalisées dans le cadre d'un projet intitulé « Changer le monde, une œuvre à la fois », une initiative du réseau interactif du Comité de solidarité de Trois-Rivières, soutenue notamment par le ministère des Relations internationales et de la francophonie et l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Avec autant de naïveté que d'aplomb, ces artistes nous interpellent. Nous tenons à souligner la collaboration de M. Richard Grenier, coordonnateur du projet, et de M. Javier Antonio Escamilla Hernández, artiste accompagnateur, et surtout, merci à vous, les Ariane Godin, Vincent Laure et Juliana Escamilla, de veiller au grain. Mesdames et Messieurs, j'ai maintenant l'honneur et le privilège d'inviter le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, à vous adresser la parole. Bonjour à tous et bienvenue à Québec, bienvenue au Québec, au Canada. Chers collègues, M. Duclos, heureux d'être en votre compagnie. M. Duclos est le ministre canadien de la Famille, des Enfants et du Développement social et également responsable du Québec. Mme Semedo, directrice générale adjointe de la FAO, en charge du climat et des ressources naturelles, membre du corps consulaire, M. Lemire, l'émissaire du gouvernement du Québec sur les questions climatiques, heureux de vous revoir. Je voudrais commencer avant tout en félicitant les organisateurs de ce colloque, au premier chef nos équipes du ministère des Relations internationales. Il faut savoir que l'idée de ce colloque a germé lors d'une rencontre que j'avais eue avec M. Da Silva, le directeur général, il y a un peu plus d'un an à Rome. Et en moins d'un an, vous avez réussi, messieurs, mesdames,
mettre sur pied un colloque de très, très haut niveau. Donc, merci et félicitations. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais je ne veux pas trop vous en mettre sur les épaules, cependant. C'est déjà très bien. Les liens historiques, d'ailleurs, entre le Québec et la FAO sont nombreux et profonds, et beaucoup de Québécois les ignorent, peut-être même beaucoup de membres de l'organisation. Savez-vous, par exemple, que cette organisation a été fondée au Château Frontenac, pas très loin d'ici, à Québec, en 1945. On trouve d'ailleurs une plaque à l'entrée du Château Frontenac qui souligne l'événement. La place de la FAO avait été inaugurée dans le Vieux-Port de Québec, d'ailleurs pour souligner les 50 ans de l'organisme. Et pour le 70e anniversaire, en octobre 2015, on avait organisé un événement de commémoration au Château Frontenac. Cette rencontre, donc, qui a eu lieu également en novembre 2016, après ma visite à Rome, lors de la conférence des partis de la 22e au Maroc, nous amène aujourd'hui, ce qui est la preuve éclatante qu'ensemble, on peut aller toujours plus loin. Rappelons le constat, on vient de vous en parler, le constat du dernier rapport des Nations unies sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, qui est paru le 15 septembre dernier. Après plus de 10 ans de régression de la faim dans le monde, il y a maintenant une augmentation de 38 millions de personnes sur la planète en situation d'insécurité alimentaire. Nous connaissons les causes de cette progression, les conflits, bien sûr, pensez à la Syrie, et les changements climatiques, pensez désertification, réfugiés climatiques. Donc, les changements climatiques sont l'un des plus importants défis que le monde ait connu, que le monde connaît, d'où la responsabilité que nous avons, nous, les dirigeants, les organisations internationales, de nous mobiliser et surtout d'agir. Rappelons que 2016 a été la plus chaude jamais enregistrée, après 2015, qui était également la plus chaude enregistrée. Sécheresse, inondations, phénomènes météorologiques extrêmes entraînent la détérioration de notre sécurité alimentaire et de la nutrition. Et pour ceux dans nos pays plus développés qui pensent que ceci ne les regarde pas vraiment, que le changement climatique est une réalité d'ailleurs, bien, détrompons-nous. Il y a eu cet été une grêle historique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans ma région, des inondations records en Outaouais, précédées de pluies en très, très grande quantité, de pluies records. Un temps très sec au Bas-Saint-Laurent. En même temps, paradoxalement, l'érosion des côtes sur nos régions littorales et dans le Grand Nord du Québec, où les Inuits, les Premières Nations, sont aux premières loges, fonte du pergélisol, impact sur les infrastructures, et on voit directement les impacts, bien sûr, des changements climatiques dans ces régions. On le vit donc partout au monde, même les États-Unis, dont malheureusement la Maison-Blanche semble ignorer ou nier la réalité du phénomène de changement climatique avec les ouragans de cette année, devraient plutôt, au contraire, constater l'évidence. Heureusement, tout n'est pas négatif sur ce plan, parce que nous avions, il y a quelques jours à peine, la visite de M. Brown, le gouverneur de la Californie, pour la signature du marché du carbone auquel l'Ontario se joint maintenant. Et il nous rappelait à quel point la société civile américaine s'est rapidement mobilisée pour former une alliance d'action contre les changements climatiques, bien sûr, avec la Californie au premier plan, la Californie étant la 6e économie du monde, bien sûr. Nous voulons au Québec, en collaboration avec le gouvernement canadien, bien sûr, continuer notre rôle international à plusieurs niveaux, mais sur ce thème des changements climatiques et uniquement dans le passé récent, j'ai eu le plaisir de rencontrer le représentant de la République populaire de Chine sur les changements climatiques, M. Xie Zhenhua. Il faut savoir que la Chine aura, pour la fin de l'année, son marché du carbone. Et lorsque le marché du carbone de la Chine se joindra à celui de l'Europe et celui de l'Amérique du Nord que nous animons avec la Californie, l'Ontario et d'autres régions du monde, 60% du PIB mondial, je répète, 60% du PIB mondial sera couvert par un marché du carbone. Alors, message à ceux qui disaient que ça ne pouvait pas se faire, que ça ne marcherait pas, qu'on ne recruterait pas de partenaires, c'est le contraire qui se passe. J'ai également eu le grand plaisir de rencontrer M. Nicolas Hulot, maintenant ministre de l'Environnement en France, que j'ai retrouvé avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Je l'avais vu il y a quelque temps, je dois donner l'anecdote, avant qu'il devienne actif en politique, et dans notre rencontre, il m'avait posé une question sur l'environnement au Québec. Qu'arrivera-t-il avec l'île d'Anticosti? Petit message aux Québécois qui sont dans la salle. Bien, heureusement, les nouvelles sont connues et je dois vous dire qu'avec les Québécois, bien sûr, préoccupés par ces questions, il en était fort heureux. J'arrive de New York avec Jean Lemire, où on a participé, comme d'habitude, au Climate Week, et vraiment, on constate la capacité qu'on a de nous rassembler et de mettre ensemble nos forces pour nous confronter à ce problème. On contribue également, et je veux le signaler, parce que nous sommes un État fédéré, mais nous agissons à un niveau qui correspond à nos moyens budgétaires, mais à un niveau qui est supérieur à celui dont témoignent plusieurs pays souverains sur la planète. Le Québec contribue aux efforts des pays francophones les plus vulnérables et les plus exposés aux conséquences des changements climatiques par des mesures de coopération climatique. Nous avons annoncé une initiative de 25,5 millions de dollars, dont 6 millions versés au fonds pour les pays les moins avancés,
18 millions pour des appels à projets visant à appuyer des projets de collaboration entre les milieux académiques, de la recherche et de la coopération internationale au Québec et leurs partenaires du Sud, par exemple en Afrique de l'Ouest. Déjà, un appel à projet a été fait, c'est un succès. 14 projets déjà soutenus pour 9,4 millions de dollars. C'est une grande fierté pour le Québec. Il y a également 1,5 million de dollars pour des projets spécifiquement destinés à la jeunesse. On veut aller plus loin, notamment avec cette belle organisation du Fonds pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO. Il y a des bonnes nouvelles. D'abord, je suis heureux d'annoncer la mise en place d'un nouveau réseau coordonné par le nouveau Bureau du Québec à Dakar, une communauté de pratique qui regroupera 6 organismes de coopération internationale du Québec qui œuvrent en Afrique de l'Ouest, ainsi bien sûr que la représentation de la FAO au Sénégal. C'est une nouvelle approche d'un partenariat pour poser des gestes concrets qui favorisent la sécurité alimentaire, la nutrition et la capacité d'adaptation aux impacts des changements climatiques dans un pays de grande importance pour la francophonie, l'Afrique, comme le Sénégal. D'ailleurs, début novembre, on aura notre premier atelier thématique sur la résilience face au changement climatique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec l'approche champ-école. Nous avons également l'intention d'envoyer plus d'experts québécois en appui à la phase 2 du programme d'intégration de l'agriculture dans les plans d'adaptation nationaux de la FAO. Le but de ce programme et de notre participation, c'est d'aider les pays francophones en développement dans la mise en œuvre de leur stratégie nationale d'adaptation au changement climatique. Et on en parlait, Madame la directrice générale adjointe et moi, il y a quelques instants. Le Québec a un rôle spécifique à jouer dans la francophonie internationale, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est, qui sont également les endroits de la planète les plus touchés par les changements climatiques en termes de conséquences sur la sécurité alimentaire et la nutrition des populations. Il faut donc favoriser l'adaptation, la résilience, et il faut réfléchir à un ensemble de facteurs, dont bien sûr l'agriculture, les conséquences qu'elle subit et les améliorations qu'on peut y apporter. On sait que les systèmes agroalimentaires sont responsables d'environ 1/5 des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Au Québec, chez nous, en 2014, le secteur de la production agricole émettait un peu plus de 9,4 des émissions dans l'atmosphère, soit 7,7 mégatonnes de CO2. Alors, de loin, le secteur le plus producteur, malheureusement, de gaz à effet de serre chez nous, c'est le transport, comme dans beaucoup de pays, mais on note quand même que la part du secteur agroalimentaire est quand même significative. La majeure partie de ces émissions proviennent de l'élevage des ruminants, de la gestion des sols, ainsi que la gestion du fumier. Pardonnez-moi, mais c'est une source importante d'émissions. Au Québec, nous soutenons le secteur agricole sur 3 axes, la réduction et l'atténuation des émissions, l'adaptation au changement climatique et bien sûr la recherche. Par exemple, par le programme Prime Vert de notre ministère de l'Agriculture, en soutenant des recouvrements étanches de zones de déchets, la révision des recommandations en fertilisation en vue d'optimiser l'utilisation des engrais azotés et de réduire les pertes vers l'atmosphère, et bien sûr toujours la recherche et la production d'informations pour inciter les exploitants agricoles à adopter de meilleures pratiques. Alors nous souhaitons prendre part plus que jamais à cette réflexion mondiale sur la sécurité alimentaire et la nutrition à l'heure des changements climatiques. Nous souhaitons également approfondir nos liens avec la FAO, contribuer ainsi à la recherche de solutions concrètes pour relever ce défi. Et dans les solutions concrètes, cette exposition d'œuvres artistiques de nos jeunes à l'entrée, j'espère que vous avez eu le temps d'aller la voir, ça fait partie des solutions concrètes en termes de mobilisation et d'engagement profond de la jeunesse. Ayons ce genre d'initiative partout. Ce colloque, donc, n'est que le début. Je remercie encore une fois le comité scientifique, 12 personnes qui ont dû être très occupées au cours de la dernière année, qui a développé une riche programmation, qui a innové également. Alors, est-ce que vous savez que vos lanières et votre carte d'identification, si vous la plantez, ça va faire du basilic? Est-ce qu'on vous l'a dit? Oui. Alors, je remarque sur vos tables qu'il n'y a pas ces valises de documents comme on voit d'habitude dans les congrès. Vous avez une application sur votre téléphone mobile qui remplace avantageusement cette ancienne façon de faire. Et les repas qui vous sont servis ici seront plus frugaux, ce qui nous permettra de faire des dons réels dans des organisations internationales de solidarité. Et je pense que pour ce type d'événement et compte tenu de la thématique choisie, c'est le moins qu'on pouvait faire. Alors, je veux encore une fois vous remercier de votre attention, vous souhaiter encore une fois la bienvenue dans notre belle capitale ici à Québec et surtout vous souhaiter à tous et à toutes un très bon colloque. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vous invite maintenant à accueillir le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, Monsieur Jean-Yves Duclos.
Monsieur le Premier ministre Couillard, Madame Semedo, directrice générale associée de la FAO, distingués invités, bonsoir, Mesdames et Messieurs. Merci de m'accueillir aujourd'hui et bienvenue à vous, au Québec et à Québec, qui est aussi ma ville d'appartenance. Ce colloque est important car il guidera nos efforts collectifs dans la lutte contre les changements climatiques et pour l'atteinte des objectifs importants de développement durable dans le cadre de l'Agenda 2030. Le Canada salue les efforts du gouvernement du Québec envers la sécurité alimentaire, la nutrition et la lutte et l'adaptation au changement climatique. Notamment, nous sommes heureux que le Québec ait fait des changements climatiques un enjeu prioritaire pour accélérer la transition vers une économie verte, durable et prospère. Nous sommes aussi très fiers du rôle de leadership du Québec dans la Fédération canadienne sur ces questions. Les changements climatiques sont l'un des plus grands défis de notre époque et de notre humanité. Leurs répercussions sont à prévoir non seulement dans la production agricole, mais aussi dans la sécurité de l'approvisionnement et dans la sûreté des aliments destinés à la consommation humaine et animale. Nous avons le devoir de travailler collectivement à protéger notre environnement pour assurer une nutrition saine et suffisante pour tous, réduire la pauvreté et protéger la santé de nos familles et de nos communautés. We know that agriculture remains the most important sector of employment in most developing countries. We also know that to meet the demands of a growing global population, food production will have to increase by an estimated 60% by 2050. It is therefore understandable that Canada sees agriculture as a key sector to drive inclusive and green economic growth and to improve food security. Agricultural systems must also become more resilient to climate change and shocks and less polluting. Those are just a few of the reasons why Canada plays and needs to play a leadership role at home and abroad to address climate change and to drive the transition to a low-carbon economy. Canada is proud, along with its provinces and territories, to have been a leader in the achievement and the ratification of the Paris Agreement. Canada will also make a significant contribution of $2.65 billion over 5 years to help developing countries tackle climate change and also embrace the Paris Agreement. The Canadian government has further established the Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change, which will enable us to meet or even exceed our target to reduce emissions to 30% below 2005 in less than 15 years. And again, I would like to salute the leadership of the province of Quebec in achieving that outcome. Moreover, Canada recently announced the Canadian Agricultural Partnership, a new $3 billion national agricultural policy. This partnership will ensure continued innovation and growth in the agricultural sector while building its capacity to reduce emissions, protect the environment, and adapt to climate change. Et finalement, le Canada a pris une position claire en lançant sa nouvelle politique d'aide internationale féministe. Et il y a quelques instants, j'ai eu le plaisir de discuter avec la directrice adjointe de la FAO l'importance et l'alignement de cette politique avec les préoccupations et les ambitions de la FAO. Les femmes et les filles ont une perspective unique des réalités vécues par leur communauté. Elles doivent ainsi pouvoir participer pleinement à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques qui ont un impact sur leur vie et sur celle de leur famille. Renforcer le pouvoir des femmes et des filles est indispensable pour favoriser le développement durable et inclusif. Donner à une femme les moyens de gagner un revenu décent, c'est assurer à ses enfants une meilleure nutrition, une meilleure santé et un meilleur futur. Donner aux femmes agricultrices un accès juste aux ressources réduira substantiellement le nombre de familles et d'enfants souffrant de faim chronique. Et puisqu'elles sont les grandes responsables de l'approvisionnement pour leurs familles,
elles ont aussi un rôle fondamental à jouer dans l'adoption de nouveaux modes de consommation d'aliments plus équitables et plus durables. Et en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, les femmes et les filles sont porteuses de solutions dont il faut absolument tenir compte. Le Canada consacrera ainsi 150 millions de dollars sur 5 ans spécifiquement à des organisations, des coopératives agricoles et des mouvements locaux partout dans les pays en voie de développement qui vont s'assurer de valoriser la contribution et défendre les droits des femmes dans les pays en voie de développement. En terminant, durant les mois et les années à venir, il sera essentiel pour le bien de l'humanité, pour notre partenariat, de poursuivre un dialogue sérieux, inclusif et honnête sur les enjeux importants soulevés durant ce colloque et sur la coordination de nos efforts. Dans ce contexte, le gouvernement du Canada sera toujours très fier de s'associer au gouvernement du Québec et à la FAO dans la poursuite des objectifs de développement plus justes, plus inclusifs et plus durables. Alors, à nouveau, merci de votre accueil, un bon séjour dans la magnifique ville de Québec et bon succès dans les travaux du colloque. Merci, Monsieur le ministre. Avant d'aller plus loin, je prends quelques secondes pour rappeler que des appareils d'interprétation simultanée sont disponibles à l'entrée pour les participants qui en auraient besoin. Nous avons maintenant l'honneur d'accueillir la directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, responsable de la division climat et ressources naturelles, Madame Maria Elena Semedo. Excellences, Monsieur le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, Excellences, Monsieur le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, Jean-Yves Duclos, Excellences, Madame la rectrice de l'Université Laval, membres du corps consulaire, distingués invités, chers amis, Mesdames et Messieurs. Bonjour, good afternoon. Vous me voyez ravie d'être ici aujourd'hui à Québec, la vie qui a vu naître l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture il y a près de 72 ans. J'ai eu l'honneur, en ma qualité de ministre de l'Agriculture de mon pays, le Cap-Vert, de participer à la célébration du 50e anniversaire, comme l'a bien dit Monsieur le Premier ministre, et on voit qu'aujourd'hui, l'objectif des fondateurs de notre organisation sont toujours valables. On a un grand défi à relever. Mesdames et Messieurs, ce symposium international a été décidé par le Premier ministre Philippe Couillard et le directeur général de la FAO, José Graciano da Silva, il y a un an, au moins d'un an, je dirais, lors de la 22e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique à Marrakech. Ce projet résulte d'un constat commun qu'assurer la sécurité alimentaire et une saine nutrition pour tous et toutes, d'une manière durable dans le contexte du changement climatique, est l'un des principaux défis de notre temps. Le Premier ministre et le directeur général ont alors convenu de réunir des acteurs des différents secteurs pour recueillir leurs perspectives et explorer les solutions concrètes. Le directeur général m'a chargé de vous transmettre personnellement, Monsieur le Premier ministre, ses chaleureux remerciements pour l'organisation, je disais, en temps record de cet événement, ainsi que ce vif regret de ne pouvoir lui-même y participer. Il souhaite plein succès à nos travaux et remercie tous qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Il salue également le gouvernement du Québec pour tous ses efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mesdames et Messieurs, de l'élimination de la pauvreté et de la faim au changement climatique,
et à l'exploitation durable des ressources naturelles, l'alimentation et l'agriculture sont au cœur de l'agenda 2030. Si l'on ne prend pas soin de notre terre et si l'on n'adopte pas une agriculture résiliente face au climat, les générations futures pourront difficilement nourrir une population en pleine expansion. Sans une bonne nutrition, les enfants sont incapables de se développer et d'apprendre. Les adultes ne peuvent mener une vie saine et productive et les sociétés ne peuvent pas prospérer. Après une régression constante durant plus d'une décennie, la faim dans le monde progresse à nouveau, révèlent les derniers chiffres de le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Je veux vous rappeler quelques chiffres des multiples fardeaux de la malnutrition. Aujourd'hui, 815 millions de personnes souffrent de la faim, soit 11% de notre population. 2 milliards d'adultes sont en surpoids et 2 milliards de personnes souffrent des carences en micronutriments. L'anémie chez les femmes reste préoccupante. Quelques 150 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance, sont petits par rapport à leur âge, alors que 52 millions d'enfants souffrent d'insuffisance pondérale, poids trop faible pour leur taille. Par contre, 41 millions d'enfants sont maintenant en surpoids. Et la question de l'obésité et du surpoids, c'est une question, disons, nouvelle. C'est maintenant qu'on prend compte de cela. Avant, on pensait que c'était un problème des pays en développés, mais maintenant, dans les pays en développement aussi, c'est un problème. Ces différentes formes de malnutrition coexistent dans de nombreux pays, ménages, voire même individus, soulignant à quel point la question de la malnutrition est complexe. La répartition de ce fardeau dans le monde reflète les disparités économiques et sociales. Les plus touchés sont les plus pauvres. La sous-nutrition et l'insécurité alimentaire sont particulièrement présentes dans des zones de conflit et celles régulièrement touchées par des catastrophes naturelles. Les causes de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition sont complexes. La FAO a organisé l'année dernière un symposium consacré au lien entre les systèmes alimentaires durables et alimentation saine. Le changement climatique exerce un impact sur toutes les composantes des systèmes alimentaires. Beaucoup de ces impacts sont encore mal appréhendés. La recherche et l'enseignement supérieur ont un rôle majeur à jouer et je me rejoins de la signature, dans quelques instants, d'un protocole d'accord entre l'Université Laval et la FAO. Le changement climatique affecte déjà les 4 dimensions de la sécurité alimentaire, à savoir la disponibilité de nourriture, l'accès physique et économique à la nourriture, l'utilisation de la nourriture et la stabilité de ces 3 volets. Il influe sur tous les déterminants de la malnutrition, sur les conditions environnementales, économiques et sociales, et sur les facteurs plus directs comme les apports nutritionnels et la santé. Il provoque également une perte de biodiversité, avec des conséquences sur la diversité alimentaire. Il peut même affecter la composition nutritionnelle de certains aliments. Il affecte la sécurité sanitaire des aliments, la qualité de l'eau et l'exposition aux maladies infectieuses. L'Organisation mondiale de la santé estime que ces facteurs occasionneraient l'ajout de 24 millions d'enfants mal nourris. Les plus vulnérables sont et seront les plus touchés, ce qui dépend des ressources naturelles, ainsi que les femmes et les enfants. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, si la tendance se poursuit, on estime que 200 à 600 millions de personnes supplémentaires souffriront de la faim par rapport à un scénario sans changement climatique, particulièrement
dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Afin d'atteindre l'objectif de maintenir les changements climatiques sous le seuil de plus de 2 degrés Celsius, critique pour le secteur agricole, la sécurité alimentaire et la nutrition, les émissions de gaz à effet de serre doivent être considérablement réduites dès maintenant. Et on salue tous les efforts du gouvernement du Canada, qui est une voix très active dans toutes les questions liées à la réduction des gaz à effet de serre et aussi pour tous les financements apportés à la cause du climat. Les systèmes alimentaires consomment actuellement environ 30% de l'énergie mondiale disponible. Un tiers de la nourriture produite par la consommation mondiale des humains est vouée à la perte et au gaspillage. Avec l'urbanisation et l'augmentation des niveaux de vie, ces facteurs s'accentuent. Mesdames et messieurs, le changement climatique représente un défi supplémentaire à relever pour améliorer la nutrition de la population mondiale. Il est urgent d'agir. En nous projetant vers 2030, nous ne pouvons plus considérer séparément l'alimentation, les moyens de subsistance et la gestion des ressources naturelles. Une approche holistique est nécessaire. L'agriculture et les systèmes alimentaires sont au cœur de cette approche. L'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition ne peut être réalisée qu'en transformant l'ensemble du système alimentaire et avec l'engagement de l'ensemble de ces secteurs, des producteurs aux consommateurs, des acteurs politiques et du secteur privé. Cette transformation durable ne peut se faire sans une attention particulière en faveur des femmes et des jeunes, des populations rurales et des populations autochtones. Je me félicite de l'accent mis sur la jeunesse et les femmes dans l'organisation et d'une participation remarquable des jeunes et des femmes dans cet événement. Et je pense que toutes les innovations qui ont été apportées, comme les a référées Monsieur le Premier ministre, est due à la présence des jeunes dans cette organisation. Et si on veut vraiment avoir un changement de mentalité, un changement d'attitude, les jeunes sont très importantes, ainsi comme je viens de référer également les femmes. Chers participants, mesdames et messieurs, l'agenda 2030, l'accord de Paris 2015, la deuxième conférence internationale sur la nutrition et la décade des Nations Unies pour la nutrition appellent à une transformation profonde vers des systèmes alimentaires durables pour des régimes alimentaires sains. Nous devons travailler ensemble, à travers les frontières, les secteurs, les professions et les disciplines, pour atteindre cet engagement international et rehausser nos efforts afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle maintenant et dans le futur. Je voudrais terminer en vous remerciant d'être ici. Ce symposium est une opportunité incroyable de favoriser une réflexion innovatrice et de partager des expériences. Il s'encadre dans une longue tradition de coopération entre le gouvernement du Québec et la FAO, et le Canada, je dirais. Et je m'engage de porter les résultats de vos travaux à l'attention du directeur général de la FAO et de les intégrer dans les programmes de la FAO. Ensemble, avec le gouvernement du Québec, nous nous engageons à assurer le suivi avec des impacts concrets sur le terrain de vos recommandations. Mesdames et Monsieur le Premier ministre a déjà démarré avec des annonces et je suis sûre que d'autres vont se suivre du côté de la FAO et on pourrait dire que dans un an, on pourra déjà porter des résultats de vos recommandations, des résultats de ces travaux. La véritable mesure de notre succès face à ce défi global reposera sur nos modes de coopération renouvelés et repensés
et sur la solidarité qu'orientera notre travail pour les années à venir. Je vous souhaite un symposium enrichissant et je vous remercie de votre attention.